été créés ensemble. Je suis très, comment dire, j'ai pas beaucoup d'expérience dans le matériel sonore et d'enregistrement. J'ai un enregistreur qui est quand même de bonne qualité. Ce que je fais, c'est que on fait notre musique quand on est assez à l'aise, on l'enregistre et après j'enregistre le texte tout seul. Et moi, je fais un petit montage sur un logiciel de montage audio. Je fais un petit montage et je lui présente ce travail-là à la séance d'après. D'accord? Et là, on va écouter la première chanson qui, à cette séance-là, Diez a exprimé son mal-être par rapport à des remarques et des critiques que ses camarades de classe ont exprimées envers le handicap et les différences. Donc, j'entendais revenir dans son expression « vous et nous ». Et avec ce clivage de vous et nous. Et donc, je l'ai questionné, c'est qui vous? C'est qui nous? Et qu'est-ce que nous ont envie de dire à vous, en fait? Et on est parti sur la chanson que vous allez écouter maintenant. On arrête l'enregistrement, par contre, s'il vous plaît. Par rapport à ce qu'elle a envie de déprimer. Alors, la troisième chanson que j'aimerais bien vous faire écouter à cette séance, alors là, c'est vraiment, ça montre un peu le processus de changement, justement. Quand on imagine cette jeune femme qui n'a pas du tout confiance en elle, qui ne sait pas du tout qui elle est, avec beaucoup de confusion, qui n'arrive pas à être déterminée dans ses choix, mais aussi à dire réellement, à se révéler. Et là, on va écouter une chanson qui a démarré parce qu'elle était un peu contrariée dans une situation très précise en tout cas. Et à un moment donné, c'était contre une camarade de classe et elle était très énervée contre ce qu'elle a dit, cette camarade de classe. Et elle a dit, eh ben moi, je ne suis pas comme ça, je suis profondément gentille. Et au moment où elle m'a dit, je suis profondément gentille, je me suis dit, il ne faut pas que je loupe ça. Je lui ai dit, et qui vous êtes encore profondément? Vous êtes certainement autre chose aussi que gentille. Elle m'a dit, eh ben, j'aurais pas grand-chose à dire. Je lui ai dit, bah, testons, on va voir si on aura des choses à dire. Donc, on repasse par le texte et cette fois-ci, je lui propose de lister tout ce qu'elle est profondément. Et on fait le même travail après. Donc, on va écouter la chanson. Le suivi aujourd'hui, je la vois une fois par mois. C'est le seul suivi qu'elle a et qu'elle souhaite garder, c'est la musicothérapie. Je suis dans un travail d'étayage, en tout cas, je l'accompagne. Tant qu'elle sente le besoin d'être accompagnée, bah, je ferai en sorte d'être là pour pouvoir l'accompagner. Je travaille toujours sur la consolidation du moi. Je l'accompagne dans cette transformation identitaire en passant du statut victime au statut d'une personne à part entière. Et aussi, je travaille actuellement autour de la confrontation, en fait. C'est qu'en partant du principe que pour pouvoir sortir de ce statut de victime, je dois psychiquement avoir le processus, en tout cas psychique, qui va me permettre de confronter pour pouvoir aller vers quelque chose d'autre, en tout cas. Voilà, elle n'a pas loupé, ça fait 3 ans que je l'accompagne et elle n'a pas loupé une seule séance de musicothérapie. Donc, elle est très, très engagée envers elle-même et voilà, une très belle alliance thérapeutique. Et je vous laisse après poser des questions s'il y a besoin. Merci beaucoup, Lara, pour cette présentation et ce témoignage, ton analyse. Donc, gardez bien vos questions pour tout à l'heure. On va écouter maintenant Stéphanie Lefebvre, donc, qui travaille en néonatologie auprès d'enfants nés prématurés et leurs parents. Donc, elle travaille dans le groupe hospitalier, alors là, j'ai besoin de mon pense-bête, du sud de l'Oise, groupe hospitalier du sud de l'Oise. Et elle est aussi auteure-compositeur de chansons. Et donc, elle va vous parler des variations sur le jardin d'hiver. Bonjour à tout le monde, ou rebonjour. Bonjour aussi à celles et ceux qui sont en ligne. Merci pour l'invitation, même au pied levé. J'ai pris plaisir à
avoir ce retour réflexif sur ce travail d'écriture et de transformation de chansons au sein de plusieurs ateliers en accueil de jour Alzheimer et en EHPAD, donc à l'hôpital de Senlis, où j'interviens auprès de ce public depuis mai 2019. Pour la néonate, ça fait plus longtemps. Voilà. Donc cette chanson, un retour, pardon. C'est bon. Cette chanson, c'est Jardin d'hiver. C'est une chanson coécrite par Benjamin Biolay. Cette chanson qui a été transformée au cours de ces ateliers dont je vais vous parler. Coécrite par Benjamin Biolay et Keren Anne. Elle paraît sur l'album Chambre avec vue de Henri Salvador en 2000. C'est son avant-dernier album avant sa mort. Il a, quand la chanson paraît, 83 ans et il meurt en 2008. Le jardin d'hiver, c'est généralement une véranda vitrée en prolongement d'une salle de séjour pour abriter des plantes, exotiques ou non, qui ne supportent pas le froid. Les jardins d'hiver sont un prolongement des pièces à vivre, faisant la transition entre la maison et le jardin lui-même à l'extérieur. Alors, je vous propose d'écouter du moins un extrait de cette chanson dans sa version originale par Henri Salvador. Et je vous invite, n'en profitez pas trop, à fermer les yeux et puis à vous centrer sur le texte et sur l'effet peut-être que ce texte, les images issues des mots vous procurent. Voilà. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Tard sous la pluie de mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte Coër. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts dans mon jardin. Voilà, donc il s'agit d'ateliers en accueil de jour. Là, vous voyez la photo en haut à gauche. Oui, c'est ça. Donc dans un cadre voilà, en cercle, assis dans la salle. Et puis l'atelier en EHPAD autour de la table, comme ce matin avec le phanophone, on était autour de la table. J'aime bien ce que dit Michel Delage dans La vie des émotions et l'attachement dans la famille. La personne âgée, l'âgé a tendance à perdre sa capacité d'ouverture. C'est parce que le monde vient à lui qu'il peut la conserver. C'est parce qu'on maintient des échanges avec lui qu'une interaction peut continuer à se manifester, que la communication peut continuer d'être investie, de sorte que se maintienne une possible créativité. Alors, a fortiori, quand on travaille avec des personnes qui ont des troubles cognitifs,
des maladies d'Alzheimer notamment. Alors, j'ai l'habitude de passer des interactions tardives aux interactions précoces et des interactions précoces aux interactions tardives dans ma pratique quotidiennement. Il faut savoir que la maladie d'Alzheimer affecte les capacités des personnes à engager le dialogue, affecte la communication. Et donc, un des besoins décrits par Tom Kitwood, c'est le fait de se sentir partie prenante d'un groupe social et d'éprouver un ressenti vécu et compris par d'autres. Et c'est sur ça que je travaille, sur cette capacité à communiquer. La maladie d'Alzheimer, on sait, c'est une maladie qui se trouve de façon croissante auprès des patients. En France, les maladies d'Alzheimer et apparentées touchent 900 000 personnes. On a 220 000 nouveaux cas qui sont diagnostiqués chaque année. Ça concerne 2 à 3 millions de personnes directement touchées par la maladie si on inclut les aidants. Donc aussi, voilà, il y a à s'organiser pour pouvoir apporter des soins à ces personnes puisqu'il n'y a pas de traitement médicamenteux curatif par rapport à cette pathologie. Alors voilà comment se déroulent mes ateliers. La plupart du temps, ça commence communément par un temps d'accueil. J'utilise des méthodes utilisées aussi communément par les musicothérapeutes qu'on connaît bien. Alors moi, j'utilise plusieurs méthodes au sein d'une même séance. Les séances durent 1h30. Donc voilà, il y a souvent, l'ordre n'est pas toujours le même qu'indiqué ici sur la diapo, mais toujours un temps de travail autour du rythme, du corps, d'échauffement corporel léger, doux, travail de vocalise, un travail de synchronisation rythmique aussi entre nous, un usage des percussions corporelles ou des petites percussions. Il peut y avoir des séquences autour de la danse, une séquence thématique, donc là, j'utilise un support visuel et puis je demande à ce que soit associé une image ou un mot écrit sur le support visuel à un extrait audio, voilà, sur des thèmes différents. Et donc, il y a eu le thème de l'hiver sur lequel j'ai travaillé avec les patients qui a fait surgir ensuite cette chanson « Jardin d'hiver » dans la suite de la séance, puisque j'aime bien malgré la variété des méthodes, qu'il y ait du lien entre les différents exercices proposés. Voilà. C'est comme une histoire qui se construit, qui se développe, puis qui donne des repères pour les patients. Voilà. Et donc, c'est particulièrement du chant dont je vais vous parler. Il peut aussi y avoir des phases plus de relaxation. Et là, c'est le chant et la transformation de chanson. Je n'ai pas l'habitude de proposer ce genre d'exercice, mais quand il m'a été demandé de penser à une vignette clinique, c'est aussitôt cette situation qui m'est venue à l'esprit. Donc, dans le cadre musicothérapeutique, l'attitude du musicothérapeute est bien sûr importante pour obtenir des effets, aussi des résultats. Et j'aime m'appuyer sur les interactions positives du soignant. Donc, c'est une approche centrée sur la personne qui va encourager chez le soignant des attitudes de l'ordre de la reconnaissance du patient à travers le fait de le nommer par son nom, de connaître ses préférences, proposer des activités qui stimulent la sensorialité et les sens, donc c'est bien le cas en musicothérapie. Proposer des activités autour du jeu, c'est aussi le cas en musicothérapie. Célébrer les événements au cours desquels le patient a été compétent ou voilà, où il a réussi une tâche ou je ne sais encore quoi. Le holding avec le G à la fin, bien sûr, à procurer un espace contenant, sécurisant, une attitude de créativité, une attitude de facilitation aussi des tâches, afin que la personne ne se sente pas mise en échec et puis qu'elle puisse ressentir un sentiment d'autonomie et puis aussi des activités qui apportent de la détente et de la relaxation. Donc, entre ces attitudes centrées sur la personne et ce qu'on peut apporter en musicothérapie, il y a énormément de liens. Et c'est aussi ces attitudes qui vont favoriser les interactions
et l'engagement du patient. J'ai pu un peu creuser ces questions autour d'une recherche que j'ai menée en accueil de jour Alzheimer. Je suis en train de rédiger l'article en collaboration avec Stéphane Berruchon, qui est un neuropsychologue qui s'intéresse beaucoup à la musicothérapie. Donc, ce n'est pas l'objet de la présentation ce jour, mais sachez que voilà, j'ai pu traduire une échelle qui a été élaborée par Annette Anne Mette-Rieder, qui est une musicothérapeute, professeure de musicothérapie à Aalborg au Danemark, et avec ses collaborateurs, et qui permet d'identifier l'intérêt, la réaction, l'initiative, l'implication et l'engagement et le plaisir chez les patients atteints de désorientation neuroévolutive. Voilà. Donc, c'est vraiment une échelle d'évaluation qui peut peut-être vous être utile. En tout cas, peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler davantage quand l'article sera achevé. Mais ce sont des éléments qui ont attiré mon attention dans tout ce processus de transformation de chansons. La population avec laquelle j'ai travaillé, donc, en fait, j'ai fait l'exercice, je l'ai proposé dans 4 groupes différents. Ça représente en tout 23 personnes, donc 4 groupes de 5 à 8 participants. Un groupe donc en EHPAD, un groupe en accueil de jour le lundi, un autre le jeudi. Donc ça, c'était la version 2021 et j'ai même une version 2022 du jardin d'hiver. L'âge des patients va entre 60 et 92 ans. Il y avait une personne de 60 ans dans un groupe, mais c'était plutôt exceptionnel. On trouve des formes précoces d'Alzheimer, malheureusement. Mais la moyenne d'âge dans ces groupes va être d'environ 80 ans. Il y a une personne qui a fait l'exercice 3 fois et 3 personnes qui l'ont fait 2 fois. Ces personnes, pour celles qui ont passé le MMSE, ont un score inférieur à 26. Donc, on va dire que ce sont des pathologies Alzheimer de type modéré. Ça peut descendre jusqu'à 14, je crois, pour certaines. Dans le groupe EHPAD, on a donc une moyenne d'âge de 80 ans. On a 2 personnes avec des troubles neurocognitifs mineurs, dont une personne avec ses troubles débutants, et une personne avec des troubles cognitifs plutôt légers, une personne avec une pathologie Alzheimer plus étiquetée, et une personne avec déficience, disons, intellectuelle plutôt depuis sa naissance. Voilà pour le groupe de l'EHPAD. Le groupe accueil de jour du lundi après-midi, il y a 4 personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, de type toujours modéré, une personne avec Parkinson, une personne avec suspicion de corps de Lévy et une personne avec des troubles neurovasculaires suite à un AVC. Et pour les 2 groupes suivants, donc celui du jeudi en 21 et en 22, on va avoir en majorité des patientes, que des femmes, qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Voilà. Et une personne avec des troubles neurocognitifs mineurs. Voilà pour le cadre un peu de la population concernée. Alors, le processus d'écriture de chansons. Donc, ce processus, la chanson, qu'elle soit déjà écrite ou qu'on la transforme, qu'on fasse une parodie, qu'on crée une chanson de toute pièce, apporte un sentiment de sécurité et de soutien. Elle peut à la fois stimuler, apaiser le patient. Elle permet un retour sur sa vie et le transfert de ses émotions dans la musique. Donc, c'est dans cet ouvrage que vous voyez ici que j'ai pu trouver ça. Les propriétés structurantes de la chanson peuvent aider les patients à renforcer leurs compétences cognitives, physiques et communicatives. L'objectif thérapeutique de l'écriture de chansons réside à la fois dans le processus et la production. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est parce que ce n'est pas tant l'objet final qu'on va viser que tout le processus. Alors voilà, j'ai trouvé ces photos quand j'ai tapé jardin d'hiver sur Google. En fait, je vous présente celles que j'ai bien aimées. Voilà, le jardin d'hiver, ça permet aussi de
de demander aux personnes d'accéder aussi à un langage symbolique, poétique. Voilà, qu'est-ce que c'est le jardin d'hiver, d'accéder à ce langage métaphorique, le jardin d'hiver comme le temps de la vieillesse, le temps des vieux jours, la sagesse, le soir de la vie. Un prolongement entre l'intérieur et l'extérieur, où peut se vivre cette transition entre le dedans et le dehors, la vie, la mort, l'ici et maintenant et l'après. Un lieu privilégié où vivre une expérience de vie profonde et d'intériorité, une attente heureuse. L'hiver est à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est luxuriant. C'est un endroit où il fait chaud, les résidents âgés n'aiment pas les courants d'air, on le sait, et où passe la lumière. Un endroit protégé du froid, où se réchauffer aux rayons du soleil de l'hiver. Donc pourquoi j'ai choisi cette chanson? Parce que, comme je vous le disais, j'avais travaillé sur le thème de l'hiver. Donc ce travail s'est passé en janvier, donc en février 2021, et puis cette année encore, pour aussi créer un repère par rapport à la période de l'année à laquelle nous nous trouvons. J'ai choisi cette chanson parce que Henri Salvador, c'est un artiste que les personnes de cet âge, autour de 80 ans, connaissent bien et apprécient bien la plupart du temps. Et aussi parce que c'est une chanson, toutefois pas forcément connue d'eux, parce qu'elle est plus récente. Et donc, on a aussi cet attrait de l'apprentissage de chansons, dont Hervé Platel dit qu'il est possible, encore possible, pour des patients atteints de cette pathologie. Donc, on va multiplier un petit peu les objectifs avec ce travail. Cette musique, elle est aussi, elle fait partie ce qu'on dit en musique et imagerie, cette méthode de musicothérapie réceptive à laquelle je suis en train de me former actuellement. C'est un petit contenant, donc c'est plutôt une musique pour le support, pour le soutien. La dynamique est stable, on va avoir des intervalles plutôt consonants, peu de tension, une mélodie plutôt simple, du moins dans les couplets. Et pour les qualités émotionnelles de cette musique, elle est sentimentale, calme, apaisante, sereine, tranquille, tendre, douce, et puis elle peut favoriser l'évasion ou la rêverie. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans la roue des émotions de Webner. Voilà, donc dans mon jardin d'hiver. Donc cette répétition qui revient. Et puis elle est venue entre 5e degré, le premier, 5e degré, premier, qui crée aussi ce balancement, quelque chose d'assez tranquille, voilà, sur lequel on peut faire une sieste pendant 2 minutes, comme ça, quand elle passe. Micro-sieste. Pour les caractéristiques du texte original, mais c'est ce qu'on a voulu aussi recréer dans le texte créé. Bon, ça évoque plutôt, je ne sais pas ce que ça vous a évoqué, mais en tout cas, il me semble que ça évoque des endroits sécurisants, des figures positives, le bon souvenir, des sensations agréables. Donc, on va être stimulé sur le plan sensoriel, au niveau olfactif, auditif, la lumière. Voilà, et ça évoque le désir, le plaisir. Du moins aussi pour les couplets. Le refrain va être plus dans l'attente, il peut y avoir cette dimension aussi nostalgique, la perte de l'autre, la séparation. Donc, les objectifs thérapeutiques de ce travail, donc ça va être pour moi d'amener les personnes à vivre une expérience intérieure positive, apporter sécurité, soutien, stimuler, apaiser, permettre un retour sur sa vie, un transfert de ses émotions dans la musique, stimuler les compétences cognitives, physiques et communicatives à travers le chant lui-même, mais aussi le processus de création et les échanges les uns et les unes avec les autres autour de la recherche de textes, stimuler la confiance, le sens d'appartenance, la connexion avec soi-même dans le groupe, avec les autres, renforcer la relation patient-thérapeute, voilà. Travailler sur toute cette symbolique que l'association d'idées, la créativité, l'imagination, renforcer aussi le sentiment d'identité, stimuler le récit narratif et la mémoire chez les personnes, et puis favoriser à la fois l'énergie et la détente.
Alors voilà le texte original, donc on a pu l'entendre, donc assez structuré, assez répétitif. On a 3 vers qui se terminent avec la rime en R, pour rimer avec hiver, et puis un pont musical. Voilà, ta robe à fleurs, puisque c'est un homme qui pense à sa bien-aimée. Voilà, donc je vais vous présenter d'abord un exercice préparatoire alors, qui a eu lieu en 2020, avant la phase Covid, on n'avait pas de masque. Là, c'était la phase d'apprentissage, puisque pour la plupart des personnes, elles ne connaissaient pas à l'origine cette chanson. Donc, une petite technique d'amorçage pour favoriser la mémorisation que je vous présente maintenant. Bon, voilà, on n'est pas trop gêné par l'aspect nostalgique, vous voyez, beaucoup de recul pris par rapport à ça. Vous voyez aussi l'attitude de célébration, des bonnes réponses avec le ukulélé qui relève les solutions trouvées. Donc, dans le processus d'écriture, le musicothérapeute va avoir un rôle de facilitateur. Donc, on va essayer de trouver d'autres mots que ceux chantés par Salvador. Donc, je vais poser des questions. Qu'est-ce que vous aimez, etc. Amorcer des réponses. Je vais aussi investir la connaissance des préférences musicales et de l'histoire des participants que j'ai recueillis au fil des séances, puisque ça fait une petite année que je les connais. Et puis, je vais recueillir et mettre en valeur les propositions, les organiser et relever ce qui est à la fois spontané, mais je vais aussi guider. Je reviens sur Michel Delage, qui dit que parler au sujet en même temps qu'on privilégie les échanges perceptifs, sensoriels, comportementaux, émotionnels, constitue une stimulation multimodale susceptible de maintenir un monde de sens. Alors voilà un petit peu la structure. Il fallait trouver pour chaque couplet, pas chaque partie de couplet, 3 vers de 7 pieds. Donc il n'y avait pas la contrainte que ça se termine forcément en R, parce que sinon c'était un petit peu limitant, et ni que toute la chanson soit sur une seule rime, comme dans la chanson originale. Donc, au moins que 3 vers par couplet de 4 vers rime, sauf la dernière phrase qui est répétitive. Et le refrain, j'ai décidé de ne pas le changer. Sauf qu'il y a ta ou ma selon les groupes où il y a des hommes et des femmes. Voilà. Alors, voilà ce qui est survenu, donc, que j'ai classifié sous ces rubriques. Il y avait des choses de ce que les personnes aiment, dans le domaine de la musique, des danses de l'art, vous voyez, un peu, vous pouvez consulter, les animaux, donc les figures positives. J'ai eu le perroquet, Coco le perroquet, la nature, la nourriture, voilà, les thèmes qu'on a retrouvés. Et voilà, donc il y a eu 4 chansons, 4 groupes, et voilà tous les mots qui sont sortis, et qu'il a s'agit de faire rimer entre eux et de les organiser. Vous voyez, la compagnie créole, voilà, ça rime avec farandole. Ah oui, ça c'est moi qui l'ai trouvé, c'est mon rôle de facilitateur. Gilbert Bécaud, ça, ce monsieur avec voilà, cette déficience, dans les ateliers précédents, il demandait chaque fois Gilbert Bécaud. Donc, je lui dis, ça vous va si on met Gilbert Bécaud? Oui, ça va. Voilà. Donc, les mots croisés, les bons gâteaux, etc. Enfin, ouais, je vous laisse regarder un petit peu. Donc, que des choses positives. Tant pis pour le manque de résistance, l'homéostasie trop prégnante dans ces séances, mais bon, c'est pas grave. Voilà, j'essaie de regarder l'heure, ça va? Donc, encore Michel Delage, j'ai bien aimé ce bouquin. Les souvenirs se réagencent, se remodèlent à travers les réminiscences affectives du passé, déclenchées par les expériences émotionnelles du présent et les reconfigurations qu'opèrent les changements avec autrui. Une réunion familiale, une conversation à plusieurs sont ainsi l'occasion d'un va-et-vient entre le présent et le passé, soi et les autres, va-et-vient au cours duquel des expériences vécues s'échangent à nouveau, se reconstruisent, se rejouent, s'imaginent. Les faits prennent de nouvelles significations et l'histoire se réécrit. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des souvenirs qui sont survenus, mais dans la chanson, ça se passe, voilà, je voudrais un feu de cheminée, c'est maintenant, voilà, ou demain.
Alors voilà la version numéro 1. Il me reste combien de temps? 10 minutes, ouais, c'est bien. Ah oui, impeccable. Donc, on va chanter si vous voulez bien. Vous voulez bien? Voilà, alors ça c'est la version de l'EHPAD. Ce que je vous propose, je vais chanter pour cette version-là les couplets et ta robe à fleurs, donc les messieurs, si vous voulez bien, vont chanter le premier refrain et le deuxième, les femmes, si ça vous va. Enfin, si vous voulez changer après. Je voudrais du balafon, vous pouvez chanter aussi, m'occuper de la maison, danser des danses de salon. Je veux des arbres fruitiers, des fleurs et un potager. Je veux toujours jardiner dans mon jardin d'hiver. Sous la pluie de novembre, tes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Nul ne peut. Je veux des Gilbert. Je veux du soleil tout le temps et m'occuper des enfants. Je veux jouer des instruments dans mon jardin d'hiver. Ma robe à fleurs sous la pluie de novembre, tes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais de la musique sur la mer Adriatique. Je veux des jours magnifiques dans mon jardin d'hiver. Deuxième version. Alors, nous avons donc les hortensias. On refait? Bon, on va peut-être pas faire tout, non? 2 minutes. Bon, alors, nous avons les hortensias, caresser mon chat, déguster. Si vous voulez, je pourrais vous envoyer le texte, vous pourrez vous amuser. Des mots croisés, bichonner mes rosiers, je veux un ciel étoilé dans mon jardin d'hiver. Je voudrais voir des oiseaux s'envoler au fil de l'eau, aller chasser à vélo dans mon jardin d'hiver, etc. Jouer du clavier devant un feu de cheminée. Je voudrais toujours chanter dans mon jardin d'hiver. Ça, c'était beau. Je voudrais des mots d'amour, les entendre tous les jours. Je voudrais te plaire toujours dans mon jardin d'hiver. Ouais, c'était bien. Ensuite, nous allons... Alors, les dames un peu plus âgées, voilà, je voudrais faire du tricot. Je voudrais faire du tricot, bavarder avec Coco, cuisiner des bons gâteaux dans mon jardin d'hiver. Je veux aller me baigner, au bord du bois me promener. Je voudrais toujours rêver dans mon jardin d'hiver. Je
passe vite, voilà. Je veux m'occuper des fleurs, jardiner pendant des heures. Je ne veux que du bonheur dans mon jardin d'hiver. Je veux chanter à tue-tête, danser comme au jour de fête. Je voudrais du bal musette, très important, dans mon jardin d'hiver. Ah, voilà, et la dernière version, le bouquet final, une vidéo. Voilà, merci beaucoup. Et pourquoi j'ai choisi cette chanson, c'est parce que je l'aime beaucoup. Je vous le conseille si vous faites cet exercice, particulièrement dans plusieurs groupes, parce que vous l'entendrez beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Alors, on va maintenant écouter la dernière intervention donc, de Rachel Henriot. Donc, Rachel travaille dans de multiples associations, multiples milieux. Alors, elle est musicothérapeute à Rennes. Elle travaille en institution auprès d'adultes polyhandicapés, en association aussi pour des enfants et adultes atteints de troubles du spectre autistique ou polyhandicapés, mais également en accueil de jour auprès de personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer, et aussi à domicile pour une association qui intervient dans les soins palliatifs pédiatriques, et aussi en cabinet pour un public encore plus large. Voilà. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de la créativité et du polyhandicap. Donc, juste un petit mot, je n'interviens pas auprès de personnes âgées à l'heure actuelle. C'était en amont, au cours de ma formation au DU de musicothérapie. Donc, l'intervention, polyhandicap, musicothérapie et créativité, et j'ajoute processus de changement, qui était le sous-titre de l'intervention. Donc, depuis septembre, en fait, je préparais cette intervention avec l'autorisation de diffuser un extrait de séance vidéo. Mais suite à un changement au niveau de la direction de la masse, j'ai été informée mardi ou mercredi de la semaine dernière qu'il m'était impossible de diffuser ma vidéo. J'ai dit, qu'à cela ne tienne, je vais faire autre chose puisque toute mon intervention perdait tout son temps, tout son sens sans la vidéo. Donc, il n'y a pas de choses à l'écran, ni de matériel sonore puisque j'ai dû monter ça un petit peu dans l'urgence. Que de péripéties pour venir jusqu'à Nantes pour moi cette année. Donc, je travaille dans une maison d'accueil spécialisée auprès d'un public polyhandicapé depuis septembre 2018 et je profite d'être à ce micro pour remercier la personne qui m'a fait entrer dans cette institution. Merci Nathalie, tu te reconnaîtras parce que je crois que tu es toujours dans la salle. Aujourd'hui, j'accompagne 25 personnes, donc 6 personnes qui fréquentent le SAJ, service d'accueil de jour, et 19 personnes qui sont en résident permanent. Et donc, pour cette intervention, je me suis orientée vers une personne, une jeune femme qui fréquente le SAJ depuis février 2018. Elle a 26 ans. Elle est trisomique. Il semblerait qu'elle soit malvoyante. Elle est libre de ses mouvements et marche. Je précise cela parce qu'une majorité des personnes sont en fauteuil. Et ça veut dire qu'elle peut sortir de la salle si elle en a envie aussi. Elle est hyperlaxe. Et sa position favorite, c'est de s'asseoir en tailleur et de coucher son buste sur le sol. Et elle peut rester dans cette position durant, je ne vais pas dire des heures, mais facilement 20 minutes, 30 minutes, quoi. Au niveau verbal, donc Aïda, elle émet beaucoup de sons de gorge, voire des grognements ou des cris lorsqu'elle est mécontente. Elle parle, mais dans un langage, je dirais dans son langage à elle. Et elle est en mesure aussi de fredonner.
Aïda est une personne qui salive beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle lèche les objets, les mains, et elle donne l'impression, voilà, d'être dans son monde, d'autant plus avec sa position couchée au sol. Enfin bon, elle a un tapis. Mais à mon sens, enfin, très rapidement, j'ai remarqué qu'elle était très sensible à son environnement. Et à d'autres moments, voilà, elle avait besoin de prendre du recul, de prendre la distance par rapport au groupe, et elle allait se réfugier dans le couloir, dans le grand couloir de l'établissement, où elle peut être voilà, seule avec elle-même. Donc le thème de ces journées, je me répète, c'est créativité, musicothérapie, musicothérapeute, changement. Et mon questionnement par rapport à cet intitulé est le suivant. Avec des personnes polyhandicapées, disposant de compétences verbales restreintes, voire inexistantes, de capacités motrices plus ou moins réduites, de quelle manière je peux, moi, entrer en interaction avec elles par le biais de jeux sonores? Et par quels moyens agir ensemble et co-créer une relation et une communication sonore? Un premier élément de réponse est le suivant, c'est que l'expérience m'a montré avec ce public qu'il est important de construire un cadre sécurisant et plaisant à la fois. C'est un terme que j'ai entendu ce matin et qui m'a fait bien plaisir d'ailleurs. Et ce cadre sécurisant peut être établi avec plusieurs critères. La régularité des séances sur le long terme, sachant que les séances sont bimensuelles, avec des interruptions pendant les vacances. Par la répétition dans le déroulé des séances et des jeux sonores proposés, tout en apportant des éléments de surprise. Par l'écoute et l'accueil de ce qu'apporte la personne handicapée, sans jugement aucun, même si la production sonore est arythmique, voire disharmonique. Et par la reprise des propositions, par imitation, en faisant comprendre que j'ai entendu ce qui a été dit, ce qui a été joué, ce qui a été produit au niveau sonore, au niveau gestuel ou postural. Le deuxième élément de ma réponse est le suivant. C'est l'entrée dans le jeu sonore des résidents repose aussi sur les qualités d'improvisation du thérapeute, qui pour moi découle de l'écoute active. Qu'est-ce qui a plu à la personne, dans quel bain sonore elle se sent bien et sur quelle mélodie elle va réagir. Et au sujet des qualités de l'improvisation des musicothérapeutes, et ce que j'utilise dans mon travail, je me réfère à la musicothérapeute Caroline Beresnak-Kedi qui écrit « L'improvisation musicale offre des centaines de possibilités. Cette technique occupe la majeure partie du travail des musicothérapeutes. Pour les musicothérapeutes, l'improvisation revêt une forme spontanée. Le développement, l'interprétation et les variations de la musique spontanée produite par le patient ou le client deviennent des éléments centraux. Chaque note, chaque son exprime quelque chose sur cette personne. La musique évolue habituellement en une forme, mais au début, elle peut ne soutenir qu'une ou plusieurs notes chaotiques. Le thérapeute accepte ces sons comme une expression de la condition humaine. Ils doivent être entendus, acceptés et partagés. Ils expriment souvent le côté le plus fondamental, le plus primitif de notre nature. Elle rajoute, en valorisant la beauté, l'être peut trouver le moyen de puiser une force dans le monde dans lequel il vit. À l'intérieur d'une séance de musicothérapie, les mélodies et les formes d'expression peuvent ne pas toujours sembler belles à un critique. Cependant, le musicothérapeute entend dans ces expressions la représentation profonde de l'expérience humaine. De cette profondeur vient la beauté. Ainsi ressentie, ces expressions primitives peuvent devenir la base d'une attitude de vie positive pour toute personne souffrant de handicap, et je rajoute, pour chacun d'entre nous.
Le troisième élément de réponse est celui de l'intention. L'intention sous-jacente posée par le musicothérapeute. Avoir soi-même envie d'entrer en relation avec l'autre. Savoir cultiver la notion de plaisir de se voir, de jouer ensemble, de co-créer ensemble au fil des années, des mois et des années, pardon. Et la créativité à proprement parler, me diriez-vous. Certains disent que lorsque des êtres communiquent entre eux par le biais du sonore, ils sont dans la création. Et bien sûr, cette création, la qualité de cette création, si on peut dire, varie en fonction du type de public concerné. Vous en avez eu beaucoup d'exemples sur ces 2 journées. Maintenant, je vais vous exposer le cas clinique. Aïda. Alors, je l'accompagne donc en séance de musicothérapie depuis septembre 2018. Les séances sont bimensuelles. Puis, à la demande de la maman, les séances ont lieu toutes les semaines à compter de mars et donc du mois de juin 2020 pour cause de enfermement systématique. Les séances durent 30 minutes. Elles se déroulent dans une salle qui fait 10 mètres carrés environ. Et cette salle, elle est équipée de fauteuils, d'une table basse de salon et d'un lavabo. Et donc, cela fait 3 ans et demi maintenant que j'accompagne Aïda. Et j'ai découpé cette période en 5 épisodes. Je me rends compte que j'ai oublié de dire quelque chose. Oui. C'est que Aïda, en fait, Aïda, elle a toujours ça dans les mains. En permanence. En permanence. Où qu'elle aille, elle a ça. Ça s'appelle un bâton de pluie. C'est systématique, c'est tout le temps, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, que ça, que ça. Et une des demandes de l'équipe était est-ce qu'il est possible de faire évoluer Aïda dans sa relation avec son bâton de pluie? J'ai dit, on va essayer. Enfin, on va voir ce qu'il est possible de faire. Donc, ouais. Lors des premières séances, je dispose des instruments sur la table basse, la fameuse table basse. Donc, quelques instruments, mais de manière systématique, elle les met au sol. Elle les pose ou elle les pousse. Hein. Et elle s'intéresse uniquement aux instruments dont la sonorité se rapproche, bien sûr, de ça. Par contre, elle se détourne très vite, par exemple, des œufs sonores, des shakers, mais il revient toujours à son bâton de pluie qui a c'est exactement le même, qui a cette sonorité particulière, en fait. Donc, c'est un son, moi, qui me prend la tête. C'est omniprésent, c'est envahissant, c'est lancinant. Et mon objectif, il est effectivement, oui, il faut, voilà, trouver le moyen de mettre de la distance entre elle et son bâton de pluie. Par contre, Aïda, d'un autre côté, elle est joueuse. Et ça, c'est une chance, c'est une ouverture. Ce qui l'intéresse, en fait, c'est de me tenir les poignets et de me faire produire des claps, mais à son propre rythme, qui est ultra, ultra rapide. Et donc, pour ce faire, on se trouve accroupi, en face à face, et on reste dans cette position, ça peut durer un quart d'heure, 20 minutes, très longtemps. Donc, je deviens hyper laxe aussi. Mais son rythme, qui est très rapide, moi, je ne le supporte pas non plus. Donc, ça commence à faire un peu beaucoup. Et tout ça pour vous dire que je suis mal à l'aise, en fait, avec cette résidente. Et à cela s'ajoute le fait qu'Aïda, elle salive beaucoup. Donc, ses mains sont systématiquement remplies de salive. Elle me prend les poignets, elle met de la salive partout. Et lorsqu'on est face à face et que nos mains sont entre nous, la salive tombe sur nos mains et c'est quelque chose qui, pour moi, est au début, mais vraiment, c'est très difficile. J'ai des mouvements de recul
je me dis, bon, je suis là pour ça, il y a un lavabo, voilà. Mais c'est une autre difficulté pour moi que je dois surmonter. Ne pas être dégoûté d'avoir cet élan de rejet, en fait. Je ne suis pas là pour ça. Et donc, malgré ces 3 points un petit peu difficiles pour moi, ben j'adhère à ces demandes. Je prends sur moi. De toute façon, c'est la condition sine qua non pour réussir à rentrer en relation avec elle. Et j'accepte ces jeux de clap qui sont ultra rapides. Et je vois qu'en fait, plus j'accepte, plus je rentre dans son jeu, plus elle, en retour, elle va accepter mes propres jeux, c'est-à-dire des phrases rythmiques différentes. Progressivement, je glisse mes mains dans les siennes. Alors, il y avait beaucoup de mouvements de rejet, mais elle a finalement fini par accepter que moi, je mette mes mains dans les siennes, que je lui touche les paumes des mains et que je lui fasse produire également des claps. Tout un cheminement. Et dès mars 2019, Aïda prend de la distance avec son bâton de pluie par intermittence. Et au mois de juin 2019, elle vient même en séance sans son bâton de pluie. C'était peut-être accidentel, je ne sais pas. Et le cadre sonore, donc il y a ces jeux de clap, mais je chante en permanence. Je chante en permanence, d'abord sur un rituel du bonjour avec le prénom, qui est de plus en plus long en fait. Je vais aussi, voyant qu'elle ne réagissait pas au début, je vais introduire le terme de maman. Et là, il y a eu aussitôt une ouverture, le terme de papa et aussi différentes comptines et que je reprends d'une séance à l'autre et je vais les moduler d'une séance à l'autre pour apporter des éléments de surprise auxquels elle réagit plus ou moins, plutôt moins que plus d'ailleurs. Il n'empêche que, voilà, au fil des séances et des répétitions de chant, de jeux de main, Aïda se met à fredonner aussi. Elle se met à fredonner 2 voyelles, le A et le I. Et comme elle est souvent aussi dans la position couchée sur le sol, elle m'offre son dos. Et je vais aller aussi à son contact physique, mais par le biais d'instruments de musique. Donc, je vais utiliser des œufs sonores, la boîte à meux, des boommakers, que je lui roule sur le dos, comme pour un massage. Et Aïda, elle apprécie, elle accepte, mais sur de très courtes périodes. Je veux dire, si 5 minutes, c'est vraiment un grand maximum. Et puis au début aussi, à plusieurs reprises, Aïda, voilà, ça... Elle se levait, enfin, je veux dire qu'elle avait des agacements, comme moi j'en avais aussi à son égard, et elle cherchait à sortir de la salle. Et j'ai toujours réussi, enfin, elle a toujours accepté mes nouvelles propositions pour rester dans la salle. Mais ça pouvait arriver 2 à 3 fois par séance quand même. Voilà. Alors la phase 2 débute. Il ne reste plus que 5 minutes. Je suis lente en fait. En été 2019, bon voilà, l'été est passé. Septembre, octobre, Aïda, elle est absente parce qu'elle est partie avec ses parents dans le pays d'origine de ses parents. Et je la revois après quasiment 4 mois de rupture. Et là, le retour, il est vraiment difficile. Aïda traverse une période que je qualifie de régressive. Elle est plus repliée sur elle-même, sur le bâton de pluie, couchée sur le sol. Elle lèche tout ce qui se passe, tout ce qui passe à portée de sa bouche. Elle a aussi des gestes agressifs à l'égard de l'équipe. Elle n'en a jamais eu envers moi. Et moi, j'essaie d'introduire des éléments sonores nouveaux pour l'accrocher, la sortir de son mal-être. Donc, elle réagit sur le tambour. Elle réagit au moins physiologiquement, puisque voilà, elle a énormément de rots sur le tambour. Je veux dire qu'elle digère. Elle digère quoi, je ne sais pas, mais elle digère quelque chose.
Et donc, en mars 2020, la maman est aussi désemparée. Elle me demande d'accompagner Aïda toutes les semaines, chose que j'accepte malgré toutes les difficultés que moi aussi je rencontrais dans ce binôme. À cause du confinement, donc on a repris les séances, c'était en juin 2020. Et donc, à ce moment-là, elle met toujours, moi je mets toujours des instruments de musique sur la table basse, mais elle les met toujours au sol. À un moment donné, je décide d'arrêter de lui en proposer d'autres, en fait. Et à partir de là, Aïda, elle va, aussitôt qu'elle rentre dans la pièce, elle va sur la table, elle se couche dessus et elle me propose son dos. Voilà, je vois son dos. Mais je peux voir aussi autre chose. Je me mets en fait à sa tête. Sur la table basse, elle est grande comme ça. Donc, elle se couche là, sa tête est là et je me mets face à elle. Et puis, un moment, je ne sais pas, il y a un jour, j'ai tapoté sur ses épaules comme ça. Et elle m'a laissé faire. Et là, j'avais plus d'instruments de musique pour masquer mes mains. J'étais vraiment en contact physique avec elle. Et je tapotais comme ça. Et ça lui a plu parce que les séances après, en fait, c'est elle me regardait et elle faisait ça. Donc, j'ai dit, voilà, il y a quelque chose qui se passe, il y a un contact qui se fait. Voilà. Et je passe à la phase 4 à partir d'octobre 2020, alors que, voilà, c'est ça. Alternance avec les tapotements sur les épaules et progressivement, je me permets, chose que je n'arrivais pas à faire jusque-là, avec les mains, tout simplement, avec les mains, lui tapoter, faire des percussions corporelles sur son dos. Au début, j'étais uniquement avec le bout des mains ou sur la tranche, comme ça, parce que c'est pas évident de toucher quelqu'un, quelle qu'elle soit. Et là, moi-même, j'étais pas forcément prête à faire ça. Pour moi, il a fallu que je chemine. Et donc, voilà, mes comptines, le rituel du bonjour, les comptines, les improvisations sur des voyelles, je les ponctuais avec des percussions corporelles. Et elle restait quasiment la demi-heure dans cette position-là, à ressentir les sons, les fréquences sonores et les fréquences physiques du toucher. Et progressivement, j'en suis venue à poser ma main vraiment à plat sur son dos, vraiment être en contact. Donc là, pour moi, il y avait aussi une énorme évolution parce que je me permettais, j'entrais en contact, il y avait l'intention qui avait aussi changé, qui avait pris beaucoup plus d'ampleur dans la construction de ce lien. Et Aïda, ça lui a plu parce qu'elle restait aussi très longtemps sur la table. Donc, je la massais, j'ai mis des chansons sur son dos pour apporter une variation de ressenti aussi. Et vraiment, elle appréciait beaucoup. Seulement, celui-ci, il était toujours à sa tête. Toujours. Et elle le manipulait, mais de moins en moins, certes, mais il était toujours là. Cet instrument était toujours là. Et voilà, en janvier 21, il y avait déjà eu un petit élément dans l'unité qui m'avait ouvert des yeux sur certaines choses. Et en janvier 22, c'est pareil, c'est le cas sécure du SAJ, il n'est plus garanti. Bon, voilà, il se passe, comme dans toute institution, hein, des fois, la sécurité est... Je trouve pas le mot. Bref. Et donc là, voilà, elle trouvait plus ça. Elle était vraiment, il y avait une grosse fragilité. Et c'était en janvier, voilà, je m'installe, j'arrive dans la salle d'accueil et j'étais à peine arrivée dans la salle, je commençais à parler avec une des personnes de l'équipe et voilà Aïda qui se lève de son tapis et qui vient vers moi, sans celui-là. C'est arrivé une fois, je dis waouh, incroyable. C'est arrivé 2 fois, waouh. Incroyable. Et c'est arrivé 7 fois d'affilée, 7 fois de suite en fait. Parce que, je mets vraiment les deux en lien. Au SAJ, il y avait une période de trouble et non,
c'est mon hypothèse, c'est que pour Aïda, je représentais une sécurité. Et donc, elle pouvait venir avec moi sans son bâton de pli. Et en séance, elle était effectivement sur la table, mais aussi en face à face avec des claps. Elle ne cherchait nullement son bâton de pli. Et voilà, je trouvais que c'était très, très touchant de sa part de me faire ce cadeau-là. Ouais, j'en arrive à la conclusion. Et c'était il y a 2 semaines, je crois. Donc, je me mets à chanter un nouveau titre pour elle, je suis sûre que je n'avais jamais chanté. Et quand il y a une nouveauté, je sentais qu'elle s'est un petit peu crispée. Et puis, je ne voulais pas rester sur cette air-là, je ne voulais pas rester là, sur cette sensation avec elle. Et je continue le chant en faisant la, 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 enfin, voilà, sur la mélodie, et je mets des la, 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 la. Et Aïda, elle se met à chanter avec moi, en fait. Et lorsque nous sommes en face à face pour les claps, Aïda, elle dirige son visage vers moi. Au début, j'ai dit qu'elle était malvoyante, mais là, c'est comme si elle me cherchait, enfin, elle me regardait droit dans les yeux, quoi, avec la capacité visuelle qu'elle a. Elle était vraiment joyeuse, profondément, profondément joyeuse. Et elle riait, enfin, je veux dire, de tout cœur, quoi. C'était un moment vraiment très riche. Et j'en arrive à la conclusion. Dans d'autres situations, en fin de séance de musicothérapie, il y a un échange verbal sur le vécu et le ressenti avec une personne comme Aïda, bien sûr que ce temps il est inexistant. À ce sujet, Caroline Beresna-Kenny écrit « Un aspect important est que bien souvent, les patients qui ne peuvent parler ou qui s'expriment avec difficulté sont incapables de fournir une rétroaction verbale et nous rassurer, comme nous pensons en avoir besoin, de façon à vérifier notre performance. De plus, les bienfaits des séances de musicothérapie se situent souvent au niveau spirituel et par conséquent restent difficiles à observer. Nous devons nous mettre au diapason avec l'autre pour voir et entendre la réponse la plus difficile à saisir, la réponse intérieure. En conclusion, malgré toutes les péripéties, je remercie François Xavier de m'avoir fait cette proposition d'intervention qui m'a permis vraiment de prendre de la distance avec ma pratique de musicothérapeute dans ce cadre. Merci beaucoup. Ces séances de musicothérapie avec Aïda m'ont fait prendre vraiment conscience de l'importance de l'accordage en vue de vivre ensemble des interactions co-construites. Il m'a fallu dépasser des réticences, accepter ce qui est, afin d'être vraiment en lien avec Aïda sur la durée. Il m'a fallu faire preuve d'écoute, de bienveillance, de congruence, visant à prendre Aïda en totale considération. Une posture juste m'a permis de lui faire sentir cette attention, cette bienveillance et d'entrer en communication avec elle, de la reconnaître pleinement en tant qu'être humain et digne d'attention. Donc le processus de changement, qui a changé le plus dans cette relation? Aïda, moi, les deux ensemble. Je vous laisse choisir. On va pouvoir passer au temps d'échange avec la salle et avec les personnes qui sont derrière leurs écrans. Alors, il y a DP Raquin qui peut allumer sa vidéo et son micro pour poser sa question à Lara. Dominique, pardon, je n'avais pas le prénom. Bonjour, vous m'entendez? Allô? Oui, on vous entend. Oui. C'est une question pour Lara. Bonjour Lara. Bonjour. Je voudrais savoir si dans le cas de
de bémol, dièse. Quelque chose a été dit ou élaboré au cours de ces 3 dernières années à propos de la parole de la patiente sur elle-même au masculin. Et j'ai relevé que dans la chanson, il me semble, les paroles, à un moment donné, elle dit « comme humaine », non pas comme humain. Voilà, Oui. je voulais savoir ce que tu pouvais me dire là-dessus. Oui, j'ai relevé effectivement ce détail, que quand elle parle d'elle-même, elle parle au masculin. Et c'est vrai que moi, pour moi, en tout cas, comment je le vois, je le vois comme elle est en quête, en fait, elle est en recherche identitaire. Et c'est le travail qu'on est en train de mener ensemble, en fait. Donc, forcément, là, aujourd'hui, ce lien qui est assez confus entre le féminin et le masculin vient quand même de la problématique de base. Et je pense qu'elle est en recherche de savoir qui elle est réellement à l'intérieur d'elle. Ça la rassure d'être, en tout cas, c'est sans forcément être dans l'interprétation, mais je pense que ça la rassure qu'elle soit plutôt un homme et pas une femme agressée. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi dans toute cette histoire, en fait. Bonjour. Ma question s'adresse aux 2 personnes qui ont parlé des chansons principalement. Lara ou Akin, vous avez dit tout à l'heure, je crois que vous vouliez laisser une trace du cheminement de votre patiente. Et c'est vrai que la musicothérapie, on travaille beaucoup avec l'éphémère, on agit et après, il y a bien souvent plus de traces. Et je voulais savoir si ce que vous faisiez des chansons, en fait, s'il y avait une réflexion autour de ça, est-ce que vous les conservez, comment on les conserve, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on les réécoute plus tard, etc. Je sais que c'est une réflexion qu'ont beaucoup les plasticiens par rapport à que faire des œuvres, qu'est-ce qu'il en est pour vous? Alors, c'est vrai que moi, dans ce suivi-là, l'intention était de pouvoir quand même lui laisser cette trace à elle. Donc, ça veut dire que le support, je l'ai donné à ma patiente et elle peut écouter ses chansons quand elle veut, voilà, et c'est à elle de voir ce qu'elle a envie de faire avec. En tout cas, je lui dis que j'ai une copie qui est préservée dans le cabinet, et elle sera toujours avec moi, bien sûr dans un dossier confidentiel, mais c'était l'objectif en tout cas que j'ai avec elle, en tout cas de laisser des traces. Et le support de la chanson, je ne l'utilise pas toujours en fait dans mes suivis. C'est vraiment particulier à ce cas-là où j'ai trouvé que c'était important pour elle qu'elle puisse revenir à certaines chansons qui la valorisent, en tout cas. Bonjour, j'ai une question pour Rachel Henriot. Tout à l'heure, vous parliez de faire évoluer le rapport de la... Pardon, excusez-moi. Vous parliez de faire évoluer le rapport de Aïda avec son bâton de pluie. Mais je me demande si on fait... Enfin, est-ce qu'on fait évoluer la personne dans son intérêt à elle ou pour le confort de l'équipe? Voilà. Oui, c'est très juste, très juste. Alors, Aïda, en fait, elle va vraiment se mettre à utiliser son bâton de pluie au moment de stress. Donc, effectivement, travailler sur la relation qu'elle a à son bâton de pluie, c'est aussi travailler sur sa détente, sur la sécurisation, sur sa propre sécurisation. Donc voilà. Alors, dans quelle mesure ça s'observe, enfin, tout simplement, quoi. Je peux pas. Voilà. Ça va comme réponse ou... Parce que ah là, j'ai pas entendu par contre. Excusez-moi. Comment on décide que c'est pas que pour le confort du thérapeute et que voilà, c'était plutôt ça la question, de savoir si vraiment la patiente en a vraiment besoin ou est-ce que enfin, je comprends hein, le détail de la bave et tout ça, je comprends que ce soit assez
dérangeant et gênant aussi, mais je me demande en tant que thérapeute comment on Mais fait avec ça. à la fin, moi, par moments, je n'entendais plus, en fait, je dois avoir un système de défense particulier, mais personnellement, j'entendais quasiment plus le bâton de pluie. Voilà, parce que j'étais dans autre chose. À la longue, ça m'indisposait tellement que j'ai mis comme une barrière, en fait, pour pouvoir justement évoluer sur autre chose et ne pas faire une fixation dessus. Voilà. Et être suffisamment inventive et créative pour l'en détourner aussi. Par les percussions corporelles, ça a bien fonctionné. Les claps aussi, pendant qu'elle fait des claps avec moi, elle n'est pas avec le bâton de pluie. Et cet accordage qu'on a eu, l'intention de l'accordage, l'intention d'être vraiment là avec elle, de passer vraiment 30 minutes qu'avec elle, en face à face, l'a amené à se sentir bien dans cet espace-là et l'a amené à venir dans cet espace 7 fois de suite sans son bâton de pluie, quoi. Donc, voilà. Bonjour, j'ai une question pour Madame Stéphanie Lefebvre. Donc, concernant notamment la mémorisation des paroles de chansons par les différentes personnes, en effet, on a eu un cours de Monsieur Hervé Platel sur les différents travaux concernant les capacités mémorielles, voilà, avec notamment des textes avec des trous, etc. Et le fait qu'il arrivait à prouver effectivement que, en tout cas avec son équipe, voilà, qu'on pouvait effectivement faire accéder ces personnes à la capacité de mémorisation. Et vous avez, vous, utilisé la chanson initiale comme amorce, avec un petit jeu de se rappeler certains mots. Je voulais savoir le fait de faire réécrire. Est-ce que je voyais les personnes qui chantaient avec leur texte face à elles. Est-ce qu'à un moment donné, elles ont réussi à se passer du texte? Est-ce que le fait d'écrire soi-même ces paroles facilite aussi la réappropriation, la mémorisation, plutôt que la chanson originale? Merci. Alors oui, ce travail de mémorisation de la chanson créée, j'aurais pu aussi le faire peut-être l'année prochaine ou l'hiver prochain. Bonne idée, merci. Parce que voilà, ça peut tout à fait se justifier aussi. Ouais. Ouais. Ça vous convient comme réponse? Merci. Merci pour vos interventions. Lara, moi je voulais te demander comment avait réagi Dièse quand elle s'est écoutée. Parce qu'il y a ce gros travail que vous avez fait sur la renarcissisation et tout ça. Donc voilà, comment elle a réagi? Elle était très contente, très fière d'elle. Elle souriait, c'est quelque chose qu'elle ne faisait pas forcément facilement, en tout cas pendant les séances. Et ce que j'aimais beaucoup, en tout cas dans ce travail de création, c'est que c'est comme si, en tout cas c'est comme ça que je le vois aussi en l'analysant, c'est qu'il y a une forme d'acceptation totale de ce qu'elle est capable de sortir en fait, à l'état brut. C'est-à-dire, en aucun moment, elle a voulu retravailler les textes, revoir des choses. Ça lui suffisait pour que ça soit en tout cas très authentique avec ce qu'elle ressent au moment même. Et ça a été pour elle, en fait, le retour qu'elle me faisait, c'était surtout que, ah oui, c'est bon quand même. Je ne m'attendais pas forcément à avoir ce résultat-là. C'est très beau. Je trouve ça très, très beau ce qu'on a fait. Donc, voilà. Donc, elle prenait conscience quand même de la beauté des choses qu'elle était capable de mettre en place, en tout cas. Aussi pour vous, Lara, par rapport à bémol, qui est devenu dièse, donc ça m'a beaucoup plu. Oui, je vois. Dans l'utilisation de sa voix chantée, au début, elle ne veut pas chanter, elle parle, ensuite... elle vous demande de chanter le refrain à deux. Et moi, dans mon écoute de ce passage, j'entends quelque chose au niveau de mon oreille de musicien. Ça ne marche pas, mais par contre, c'est rythmiquement très en place.
comme une sorte je la sens en sécurité, je la sens vraiment assumer ce truc-là. Et ma question, c'est est-ce que, à partir de ce moment-là, l'utilisation de sa voix chantée, parce qu'on sait tous ce que ça nous procure de chanter, est-ce que ça a été un déclic et est-ce qu'elle continue à chanter et à développer dans les séances que vous continuez à faire ensemble, cette partie chantée? Voilà ma question. Alors, le déclic, le fait qu'elle arrive à chanter un refrain, pour elle, c'est une étape très importante. Ça veut dire qu'elle se surprend en faisant ça. On ne chante pas plus que ça en séance. Et il faut savoir que le rythme de dièse, c'est un rythme très, 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 très lent. C'est pour ça que je vous ai dit à la dernière musique, j'ai suivi son rythme. Et ça, c'est le rythme qui lui correspond le plus. Donc, la deuxième chanson, Ça m'énerve, c'était une chanson où elle a dû sortir de son propre rythme, justement, pour aller vers quelque chose qui va la pousser dans le mouvement. Donc, elle sort. Moi, je l'interprète comme elle a réussi, en tout cas, à sortir de sa zone de confort pour aller vers quelque chose qui est un peu plus en mouvement. Et d'ailleurs, c'est sur cette chanson-là où on a beaucoup travaillé la voix, pas pour qu'elle soit travaillée, la voix, mais pour qu'elle réponde à la... C'est-à-dire, je ressens un décalage entre, par exemple, quand quelqu'un est en colère, ben on le ressent, on le voit. Il y a une réaction biologique naturelle qui arrive, qui montre qu'on est en colère. Mais quelqu'un qui est en colère, mais qui montre toujours quelque chose de calme, on voit qu'il y a un décalage entre le ressenti et la réaction. Et Dièse, elle est capable d'être dans ce décalage, justement. Et le travail que je fais avec elle, c'est comment retrouver, comment dire, la réaction la plus naturelle. Ça veut dire quand on parle de colère, on parle de colère. Comment on peut se mettre en colère? Et dans sa voix, je l'ai aidée à amener à exprimer une colère pour que ça soit le plus authentique possible avec la colère. Et du coup, sur ce rythme qui a accéléré, qu'elle a choisi par elle-même, moi, je trouve que c'était un grand effort de son côté pour pouvoir sortir de sa zone de confort, qui est plutôt de l'ordre du dépressif, en tout cas, pour aller vers quelque chose pour dire que j'existe différemment avec un mouvement plus dynamique. Mais c'est un travail qui prend beaucoup de temps. Et des fois, je ne vous cache pas, alors je suis en supervision pour ce cas particulièrement, parce que des fois, c'est trop lent pour mon rythme à moi. Et donc, retrouver un rythme entre nous deux, ce n'est pas si évident que ça. Est-ce qu'on a peut-être une dernière question possible? Oui. Je voulais vous remercier pour vos vignettes cliniques qui ont parfaitement illustré la bande de Mébius, émotion, raisonnement. Puisqu'en effet, on voit bien dans les chansons, enfin sur les chansons, on voit bien en effet comment en fait se met en forme ce changement de type 3 avec cette bande de Mébius qui tourne, avec une grande différence entre Stéphanie et Lara, puisque Stéphanie, au moment où tu dis tant pis pour l'homéostasie, alors qu'en fait, au contraire, l'homéostasie fait partie des objectifs de travail. C'est un travail groupal. On cherche à produire quelque chose avec un effet groupal qui va se disperser sur l'individu sans approfondir le travail individuel. Donc, l'homéostasie fait partie des objectifs du travail. Alors, là, évidemment, toute la question, c'est... ça me posait des questions, moi, sur la question de cette bande de Mébius, émotion-raisonnement, donc avec évidemment le narratif qui revient et qui tourne aussi. Comment, en fait, comment se fait... Enfin, je pas toujours bien saisi le travail de cette position, enfin, pardon, de sortie de cette position de structure de la plainte, de triangle de la plainte avec le bourreau, la victime et éventuellement toi le sauveur. Comment vous sortez de cette structure de la plainte, puisque c'est par là que la guérison passe aussi. Et donc, Rachel s'est intéressée sur la question, quand tu étais surprise, parce qu'en effet, c'est là qu'on voit que la relation thérapeutique change. L'empathie change quand on est surpris par quelque chose que fait donc quand elle se met debout, donc Aïda, quelque chose d'une surprise se passe évidemment. La relation change entre elle et toi, la relation empathique change et c'est tout à fait intéressant. Pour qu'on réponde, c'est ça? Merci beaucoup.
Je vais commencer comme ça. Oui, effectivement, quand Aïda, à peine elle m'a entendue, elle s'est levée, oui, franchement, là, j'ai été interloquée. Et les autres fois aussi après, quoi, c'est vrai. Mais j'avais déjà évolué, moi, dans mon empathie. J'avais vraiment beaucoup, beaucoup évolué parce que c'était la condition sine qua non que moi, je puisse continuer à l'accompagner. Sinon, il valait mieux arrêter, en fait. Et puis, je suis musicothérapeute. Je m'étais engagée moralement, même sans le dire, auprès de la maman pour accompagner sa fille. Donc voilà, ça devenait une affaire personnelle. Enfin voilà, je me mettais vraiment en condition pour être en meilleure relation possible avec Aïda. Oui. Alors, moi, de mon côté, si j'ai bien compris la question, oui, effectivement, je vois bien ce triangle. Je suis en pleine réflexion. Je ne sais pas si là, aujourd'hui, je peux vraiment y répondre, mais c'est ma réflexion actuelle, justement. Parce que je trouve qu'il y a eu tout un travail qui a été fait, et c'est ce que je disais à propos de mon rythme à moi, c'est que je trouve qu'il y a certaines choses pour qu'on puisse en fait les affronter. Il faut qu'on soit assez armé pour pouvoir le faire. Et je pense que c'est le travail que je suis en train de faire avec Dièse actuellement pour qu'elle puisse affronter certaines choses psychiquement, symboliquement parlant, pour qu'elle puisse être dans une transition vers une autre étape. Comment je vais amener cette étape-là aujourd'hui? Je ne sais pas encore. Parce qu'en fait, je trouve que au moment où j'ai décidé des fois d'aller, par exemple, à un travail précis, j'avais en tête une stratégie précise et j'ai amené quelque chose et j'ai senti qu'elle n'était pas prête, j'ai eu beaucoup de résistance. Donc là, ce que je fais avec elle, on est vraiment dans un travail où je vais à son rythme à elle, au moment où je vais sentir qu'elle est dans la possibilité de bouger ou de faire un mouvement. Mais je me suis beaucoup posé des questions sur ma place, effectivement. Cette place-là, quelle place j'ai aujourd'hui, en tout cas, parce qu'elle considère que la musicothérapie, pour elle, aujourd'hui, c'est le soutien qui est le plus important actuellement, qu'elle ne lâchera pas. Elle n'est plus suivie par un psychologue, mais elle est vraiment là tous les mois pour pouvoir s'exprimer, etc. Et ce rapport à la maman aussi, qui était un rapport aussi où elle était dans une forme de passivité, etc. Et les choses arrivaient vers elle. Et moi, j'étais plus dans cette analyse de comment contourner tout ça pour qu'elle commence à être un peu plus autonome et qu'elle prenne les choses par elle-même, qu'elle se décide par elle-même. Et là, il y a un long, long, long chemin pour qu'elle puisse vraiment affronter ce qui s'est passé, en fait. Ah, complètement. Même ça me, j'aime pas être à cette, ça veut dire que je me sens pas très à l'aise dans cette posture dans la thérapie avec elle. Complètement. Tout à fait. J'ai répondu? Super. Excellent. Est-ce qu'on... Alors là, il y a un échange plus large avec la salle, si j'ai bien compris, ou est-ce qu'on... Non, il n'y a pas de questions sur Internet. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions derrière vos écrans, mais apparemment, nous, on n'en reçoit pas. Donc, peut-être qu'il y a un problème technique ou peut-être simplement que voilà, vous êtes satisfait de ce qui a été dit et sans questionnement. Ah, une question tout en haut. Ah, ça y est, ça arrive. Ah.
Donc, on vous reçoit, en tout cas. On vous reçoit. La deuxième personne qui a parlé, c'est Marie. La deuxième. C'est Lara. Non, non, pas Lara. Stéphanie. Mais elle n'est pas là. Bon, ma question est pour Stéphanie. C'est juste une question que j'ai, qui m'est venue là, pendant qu'on regardait. C'est autour des réactions des personnes âgées aux rimes. Je viens de me poser la question si peut-être que l'effet de faire des rimes, c'est un peu comme l'effet de compléter des chansons. C'est-à-dire que ça accède à une autre partie du cerveau. C'est-à-dire que parfois, des personnes très atteintes n'ont plus de langage, mais quand elles chantent, quand on chante, on arrive à accéder au langage. Et je me demande si quand on fait des rimes, de la même façon, ça accède à une partie différente du cerveau pour accéder à la mémoire. Je ne sais pas, je m'exprime peut-être. La question, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Mais, ouais. Ben, comme pour la question précédente par rapport à la mémorisation, il se trouve que si je reprends cette chanson, enfin, les chansons créées, le fait qu'il y ait eu cette mise en rime, je pense, facilitera la mémorisation. Et peut-être que, voilà, dans la mesure où je la propose sans le texte à des personnes du même groupe, peut-être que la rime facilitera la mémorisation du vers d'après, ou voilà. En fait, ça m'intéresse que c'est une autre partie du langage. C'est pas le sens du mot, mais c'est la forme du mot. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres. Et aussi, ce qui est particulier avec ce travail, c'est que quand je reprends la chanson, je sais exactement de qui vient tel mot. Donc, ça m'aide à moi aussi à mémoriser les éléments de la vie du patient. Et quand bien même le patient aurait oublié qu'il a voyagé en mer Adriatique ou je ne sais. Mais en tout cas, ça me permet aussi de moi d'amorcer pour les suites de l'accompagnement, qui peut être long, en EHPAD ou accueil de jour Alzheimer, d'amorcer, toujours à nourrir ce dialogue à partir de la connaissance des uns et des autres. Et puis aussi dans le groupe d'EHPAD où les patients sont plus autonomes, et voilà, c'est de savoir, ah bah tiens, c'était toi le balafon aussi. Hein, voilà. Ah oui, c'était toi. Voilà. Donc, merci. Alors, on peut continuer les échanges si vous voulez, parce qu'on va enchaîner ensuite sur l'instant musique tout de suite après. Donc, n'hésitez pas, c'est le moment de poser toutes les questions que vous pouvez avoir. Ah, ça y est, ils vont s'installer. On peut recevoir quand même quelques questions. Des remarques ou des... Bonjour, merci beaucoup pour ces 3 études de cas. J'avais une question concernant Aïda. Je me demandais si des effets avaient pu être observés aussi du côté de l'équipe soignante et du côté de la mère. Alors, au niveau de l'équipe, elles sont des femmes, hein. Donc elles sont aussi ébahies en fait du comportement de Aïda. Pour l'instant, si nous en avons discuté, parce que voilà, dans cette institution, on fait des bilans. Il y a 2 bilans par année scolaire. On part de septembre à juillet, 2 bilans. Et voilà, c'est un constat. Après, Aïda, comment elle se comporte en dehors des séances de musicothérapie, comme je suis dans cette institution un autre moment, à d'autres moments, elle est en crise, elle n'est pas apaisée du tout. Mais que se passe-t-il aussi dans l'institution à ce moment-là? Moi, je ne vais pas gérer ça tout le temps, c'est pas... mais avec diplomatie, j'utilise le terme, avec diplomatie, je leur
Parce que dans les institutions polyhandicapées, les conditions de travail, c'est quand même assez, enfin, je le dis, c'est difficile, c'est lourd. Les équipes qui travaillent là tous les jours, ben, ils sont aussi pris dans l'agacement, dans l'immobilité. Et pour se mettre en mouvement, qu'est-ce qu'elles font? Elles mettent la musique à fond. Mais la musique, ça fait du bruit, en fait. Et tout ça peut faire augmenter le trouble chez les uns et les autres, ou se fuir les uns les autres. Mais ils n'entrent pas forcément en réelle communication, comme moi, j'ai pu le faire avec Aïda. Voilà, pour l'équipe. Alors, avec la maman, donc, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vue. On communique un petit peu par le biais de mail, mais là aussi, dans quelles limites, quoi. Comment m'engager dans cette relation? Est-ce qu'il y a une véritable demande? Par contre, voilà, quand il y a quand même il y a des changements importants, je me permets de le glisser pour maintenir le lien avec cette femme aussi, quoi. Ça vous va? Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, Daniel, une question. Oui, c'est dans l'accompagnement individuel, comme ça, quand notamment Rachel, quand il y a eu les défenses en fait, qui sont mises en place, est-ce qu'il y a une réflexion à l'intérieur de l'équipe pour passer le relais, ou éventuellement, est-ce que la question du passage de relais peut s'envisager pour qu'il n'y ait pas dans l'évolution, c'est dans le cadre d'une institution, est-ce qu'il y a un travail plus global pour trouver des solutions? Moi, je passe des messages, voilà, dans les couloirs, on est toujours entre deux. Chacun fait de son mieux de son côté. Voilà, moi, enfin, à l'heure d'aujourd'hui, je ne me vois pas faire plus que ce que je fais, autant vis-à-vis des résidents, que ce soit du SAJ ou permanent, que vis-à-vis des équipes. Par rapport à une autre personne, par exemple, voilà, les consignes de l'équipe. Ah, mais avec celle-là, il faut y aller. Enfin bon, il faut pas dire la tirer pour la faire se déplacer, quoi, pour qu'elle bouge, en fait. Et moi, je leur ai prouvé à répétition que par la douceur et par le chant, elle se levait tout de suite et l'agressivité tombait immédiatement. Donc, je vais dire que je fais une éducation par l'exemple. Voilà. Mais tout en restant très modeste. Comment? Presque accordé. Oui, oui, oui. Je réagis. Pour ma part, je travaille aussi. Enfin, je travaille en masse. Et je travaille récemment avec des personnes qui ont subi un trauma crânien suite à des accidents de la voie publique. Et plus ça va, plus je demande à ce que dans les séances, enfin, c'est ma façon de voir, hein, chacun est à l'aise avec ses prérequis. Mais moi, j'aime bien quand il y a quelqu'un de l'équipe soignante qui assiste aux séances. Parce que voilà, la musique et le processus musicothérapeutique favorise des changements, des choses. Voilà, moi, en une séance avec ces personnes qui ont subi des traumas crâniens, voilà, la soignante dit, mais j'ai jamais entendu cette personne chanter comme ça. Et ça, voilà, ça peut vite nous dire, voilà, nous se dire, syndrome du sauveur, est-ce que j'arrive à faire? Super. Mais en fait, non, parce que justement, ça ne nous appartient pas. C'est à tout le monde. Et c'est aussi le regard du soignant qui change. Et parce que moi, je suis là 2 heures, j'aimerais bien être là plus longtemps. Bon, enfin, pour le moment, on est là pas très longtemps dans les institutions. Donc après, ils sont avec les soignants. Donc c'est ça qui est important. Ouais. Alors, ah pardon, vas-y.
Effectivement, c'est un matin, justement, enfin, sur une demi-journée, il y a une personne de ce service qui m'a demandé au pied levé, comme ça, si elle pouvait assister aux séances, parce qu'effectivement, je fais des retours à chaque fois, mais avoir des retours, qu'est-ce quoi, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et justement, par rapport à Aïda, il me dit, mais waouh, quoi. Elle était déjà heureuse de constater que Aïda n'était pas dans les cris, dans les grognements, et qu'elle était dans une certaine interaction avec moi. Et puis même pour elle-même, elle m'a dit, mais qu'est-ce que ça fait du bien de t'entendre chanter. Et je dis, ben, c'est ça la musicothérapie, quoi. Voilà, ils sont vraiment... mais autrement, je suis... Il n'y a personne avec moi, parce que les équipes, c'est à flux tendu, donc voilà, je ne vais pas rajouter d'attention. Mais rien que le fait de le proposer, ça vous favorise aussi cette alliance avec les soignants et parfois il peut y avoir des tensions entre ce que nous on peut réussir à faire et puis voilà. Donc après, les soignants adhèrent plus ou moins, mais en tout cas voilà, le proposer, c'est important. Merci. On va pouvoir laisser la place à l'instant musique. On va regagner nos places et puis. Bonsoir, on est très content d'être ici en tant que le duo Outre-Manche. Voilà, on s'appelle Outre-Manche parce que nous faisons le lien entre l'Angleterre et la France. Voilà. Et vous anglaises?
à venir chanter avec nous, si vous le souhaitez. Voilà. Soit vous restez à votre place parce que vous êtes confortable, soit vous venez nous rejoindre. Si vous voulez n'importe quoi, faire taper dans les mains, vous êtes les bienvenus. Voilà. La valse alpine.